Pierre Adrian, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir à Faites-moi lire dans le cadre de Jardin d'hiver pour votre ouvrage Que reviennent ceux qui sont loin, paru chez Gallimard à la rentrée. Alors qu'est-ce que c'est ce roman? C'est un roman où tous les étés se ressemblent, car finalement il n'y a qu'un seul été. La chronique d'un mois d'août dans une maison de famille sur le littoral breton, dans le Finistère, la maison de votre grand-mère. Une maison qui est dans son jus, dans sa conservation, dans sa conversation qui traverse le temps. Le temps des choses, stable et permanent, qui contraste avec le temps des êtres humains, ceux qui disparaissent, mais aussi ceux qui reviennent. Le personnage principal, vous-même, renoue avec quelque chose de l'ordre de ses fondations personnelles, notamment avec ses premières expériences qu'on connaît enfant et qui nous accompagnent la vie durant. Il est entre deux eaux dans sa vie, ni plus jeune, ni encore papa. Il prend une nouvelle conscience nostalgique du temps qui passe et l'envie s'affirme de transmettre à son tour. Alors il crée une relation particulière avec un des petits garçons qui s'appelle Jean. Alors ma première question, Pierre Adrian, c'est que cette maison en Bretagne, vous y avez réellement passé votre enfance, en tout cas des vacances d'enfance, et le choix de ce lieu en tant que romancier ne tient-il pas dans le fait que cette maison est aussi importante que celui qui y séjourne ? Si, c'est très bien dit. La maison est un personnage à part entière du livre, en fait. Et d'ailleurs, avant le moment où j'écrivais ce livre, je pensais que le roman tournerait davantage autour de la maison. Et en fait, irrémédiablement, je me suis plus rapproché des états d'âme du narrateur, des personnages, la petite grand-mère, le petit Jean, etc., etc. Mais la maison, elle compte énormément parce qu'on sent que c'est la maison de tous les étés. On sent que c'est la maison avec un grand M, celle qui bouge pas, celle que personne ne vient changer et qu'on réveille tous les étés en ouvrant les volets, en tirant les draps sur chaque meuble, en la dépoussiérant un peu, et puis qui vit pendant le mois d'août dans les courants d'air, dans le sable qu'on rapporte sur le parquet, dans l'odeur du grille-pain au petit déjeuner, dans les cris des enfants, les bains du soir, puis le silence la nuit avant une nouvelle journée, c'est tout identique comme en été. Dans ces toutes petites choses qui traduisent la vie et la vie heureuse. Exactement, la poésie du quotidien, ça se joue à pas grand-chose, ça se joue à une serviette de bain qui pend sur un fil à linge, ça se joue à un petit garçon qui fait de la bicyclette autour de la maison, voilà. Toutes ces petites choses qui comptent tellement pour nous, quoi. Et vous aimez décrire? J'aime beaucoup j'ai une écriture de la description, des atmosphères aussi, je crois. Donc je pense qu'on se sent, en lisant mon livre, on se sent dans ce Nord Finistère, dans cette grande maison. C'est d'autant plus réussi, Pierre Adrian, parce que je trouve que votre écriture est sobre. Comme sobre, précise, sans fioriture. Elle est dénuée d'encombrants. Elle est dénuée de ces pesants exercices de style qu'on a souvent. Et j'aime beaucoup vos phrases qui parfois se suspendent dans une douce rêverie, dans une sorte de chaleur quasi maternelle. Ce que j'ai aimé chez vous, c'est que jamais le style ne vient perturber la vision de ce que vous décrivez. Et ça, c'est fondamental, d'autant plus fondamental que ça permet à votre ouvrage de s'adresser à tous les lecteurs, à toutes les formes de lecteurs. Une petite question sur Jean. L'histoire de Jean est-elle inspirée de votre histoire familiale, réellement ou pas ? Oui, je ne sais pas si ça a beaucoup d'importance pour le lecteur, mais c'est un roman très autobiographique et donc les bonheurs et les tristesses de ce roman sont vécues, oui. Oui, parce qu'à un moment, je me suis demandé s'il n'avait pas été quasiment un déclencheur, parce qu'il y a quelque chose d'un roman nostalgique, avec un fond assez platonicien, pour le coup, dans la manière de jouer entre le permanent, l'impermanent, et où le bonheur et le malheur semblent étroitement être révélateurs l'un de l'autre. Est-ce que vous avez pensé au fait que ce contraste ait pu être déclencheur chez vous d'une volonté d'écrire autour de cette maison familiale ? Mais je pense que le contraste, il est naturel quand on s'empare du mois d'août. Le mois d'août est un mois, je l'écris, le mois qui ressemble le plus à la vie. C'est un mois plein de contrastes, parce que qui commence justement dans un bonheur
profond, dans cette espèce de belle torpeur des jours qui ne finissent pas, de l'été, de la lumière, et qui finit en fait. Moi, j'ai toujours ressenti la fin du mois d'août comme une petite mort en fait. Donc là où il y a le bonheur, la joie, la tristesse et la mort ne sont aussi jamais loin. Donc, et je trouve que le mois d'août réunit un peu tout ça. Il y a un basculement après le 15 août, la lumière qui commence à décliner, on commence à rentrer dans l'automne, on parle de la rentrée scolaire, etc., etc. Les maisons se ferment, on quitte la maison, on quitte cette atmosphère des vacances pour retrouver la ville, pour retrouver le bruit, et donc forcément dans le mois d'août sont réunis le bonheur et puis la tristesse. Et d'où vous vient ce titre « Que reviennent ceux qui sont loin », qui est un titre délicieux comme poétique? C'est un titre très poétique que j'ai emprunté à justement un poète et romancier italien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Cesare Pavese. Et Pavese, dans son métier de vivre, son journal, en rentrant dans son village d'enfance, donc en rentrant chez lui, ce que fait mon narrateur dans le roman, il a cette phrase, il dit: pour que la gloire soit agréable, il faudrait que les morts ressuscitent, que les vieux rajeunissent, que reviennent ceux qui sont loin. Et je trouve ça très beau parce que cette espèce d'invocation, cette grande nostalgie de ce qui a été, de ce qui n'est plus, et l'envie, ce désir vain de réunir un peu ces vieilles photos de famille qu'on a, et les uns après les autres, les visages disparaissent. Et c'était pourtant le bonheur, c'était pourtant notre vie, mais la vie passe, il y a des gens qui meurent, des enfants qui grandissent, etc. Et c'est un peu ça l'histoire de ce roman. Oui, une humanité restaurée dans sa complétude avec tout le monde. Oui. C'est ça. Vous parlez de Pavese. Alors, je vous le dis parce que je ne fais pas facilement des comparaisons, mais j'ai pensé en vous lisant à un auteur peu connu que j'aime beaucoup qui s'appelle Luc Dietrich. Je voulais savoir si vous le connaissiez. Oui, j'ai lu Le Bonheur des Tristes de Luc Dietrich. D'accord, parce que j'ai senti parfois une sorte de cousinage d'âme entre vous et Luc Dietrich. Mais je l'ai lu, c'est marrant que vous m'en parliez parce que je l'ai lu assez récemment. Et j'ai beaucoup retrouvé dans sa manière de parler de l'enfance et dans sa pudeur aussi, dans sa sensibilité, j'ai retrouvé beaucoup de choses. Ouais. Et ça m'a énormément plu. Et d'ailleurs, je crois que c'est Hugo qui dit que la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Oui, c'est ça. Donc c'est ça. Écoutez, j'avais senti ça à travers votre écriture. Encore une fois, je recommande fortement votre livre qui, je tiens à le signaler, est le coup de cœur des bibliothécaires de la bibliothèque des Champs Libres. Cher Pierre-Adrien, comme votre bouche est d'or et que vos mots sont doux comme dans la bouche du nouveau-né le sein de la mer Atlantique, séparons-nous en lecture. Je ne revins pas à la grande maison par hasard. On ne retourne jamais quelque part par hasard. Secrète sans doute, j'avais mes raisons, après tant d'années, de revoir la grande maison au mois d'août. Il y avait le temps qui passait et la certitude désormais que rien n'était éternel. Un jour viendrait où ce paysage, tel que je l'avais laissé enfant, n'existerait plus. Il appartiendrait à d'autres. Il serait abattu et reconstruit. D'autres familles s'y retrouveraient en été et les enfants d'autres noms joueraient sous les arbres. Grand-mère allait bientôt mourir, grand-père était déjà mort, les oncles et les tantes, les cousins vieillissaient. Longtemps, j'avais préféré des pays plus lointains, des mers qui étaient chaudes et me semblaient plus belles. J'avais abandonné la grande maison, certain qu'elle serait là pour toujours. Elle n'avait pas besoin de moi, elle m'attendrait de toute façon. Je sais désormais que c'est un mépris immature qui me faisait penser cela, ou bien l'orgueil des 20 ans. Car j'avais cru voir le monde. J'avais connu d'autres mois d'août, et il le fallait bien au fond pour découvrir mon erreur. Après m'être trompé, je voulais savoir ce que je pressentais avant d'autres vieillesses et l'évanouissement de nouveaux visages. À la grande maison, depuis toujours, c'est-à-dire depuis que j'existe, rien n'avait changé. Là, sur la route de la mer, après le portail blanc, dissimulés derrière les haies de Troène, les tilleuls et les hortensias, se trouvaient les vacances d'août en Bretagne. Cet été-là, je revins avec un sentiment familier mais que j'identifiais seulement, celui de renouer avec un bonheur certain. Chaque année, se rejouaient ici les mystères d'une vie entière, résumés en quelques semaines. Il y avait d'abord la monotonie des jours qui se confondent, et puis l'attente, avant le basculement de la mi-août, la précipitation douloureuse des dernières soirées dans la lumière d'automne, déjà, la fin. Août était le mois qui ressemblait le plus à la vie.
Merci Pierre Dayan.